Cela fait maintenant plusieurs années que je travaille pour la Poste, et chaque hiver, je suis en charge des réponses du Père Noël pour les lettres qui lui sont adressées. C'est un travail magique, bien que parfois déstabilisant, comme par exemple des enfants qui demandent le retour d'un parent décédé. Mais ce que j'ai reçu il y a maintenant quelque temps ne cesse de me perturber. J'en suis au point où, chaque année, je redoute de recevoir à nouveau une telle lettre. Je me dois de vous la partager en espérant que vous évitiez de laisser entrer n'importe qui chez vous le soir de Noël. Papa Noël, moi et ma petite sœur Suzy, on a passé un super Noël avec toi. Même si j'ai pas très bien compris pourquoi au lieu de descendre par la cheminée, tu es resté debout devant la fenêtre de ma chambre. En tout cas, je regrette pas de t'avoir ouvert. Tu nous as bien fait rire avec ta tête rigolote et ton manteau rouge et blanc. En plus, les jouets que tu m'as donnés sont super. Mais, s'il te plaît, même si tu as dit que tu t'énerverais si on te le demandait, est-ce qu'on peut revenir sur ce marché? Papa et maman me manquent et Suzy sent mauvais. En plus, elle ne fait que pleurer et moi aussi ça me fait pleurer. PS, je te rendrai les jouets, tiens. Je te rends même notre photo tous les trois. Maman dit que l'on doit croire au Père Noël si on veut des cadeaux. Mais des fois c'est difficile, comme quand je vois dans le centre commercial un Père Noël totalement différent de celui que j'avais vu l'année dernière. Et si je pose la question à maman, elle me répond tout le temps de ne pas parler de ça. Elle me dit que si j'en parle, je n'aurai pas de cadeau pour Noël, et que tout cela fait partie de la magie de Noël. L'année dernière, à la même époque, j'ai emmené ma petite sœur au parc. Je faisais une bataille de boules de neige avec mes copains pendant qu'elle faisait un bonhomme de neige. Nous avons vu le Père Noël au parc ce jour-là. Il est venu vers nous et a donné à chacun de nous un petit cadeau. Il nous a dit qu'on était tous de gentils garçons et filles. Il a aussi dit que le cadeau de ma petite sœur était dans son traîneau, car il était trop lourd pour le porter jusqu'ici. Ma sœur est allée avec lui, mais n'est jamais revenue. La police nous a posé tellement de questions, mais nous avons tous insisté sur le fait que c'était juste le Père Noël, grand, enjoué et rouge. C'était tout ce que nous savions. J'ai eu tellement de cadeaux cette année-là, beaucoup plus que d'habitude. Je suis tellement heureux de n'avoir dit à personne que le Père Noël ressemblait beaucoup à notre voisin Monsieur Wilkins, et je suis heureux de n'avoir dit à personne que j'avais vu ma petite sœur entrer dans son camion bleu au lieu d'un traîneau. Maman me dit de ne jamais parler de ce que j'ai vu, que c'est juste la magie de Noël, et elle dit qu'il faut croire au Père Noël si on veut des cadeaux. Madame Delphine Smithers était une femme de 83 ans qui vivait seule à l'exception de son chat. Son mari était décédé 2 ans auparavant et ses enfants ont depuis grandi et quitté le nid. Mais venait à Noël et Madame Smithers se réjouit chaque fois que ses petits-enfants lui rendent visite. Elle pensait à l'expression de leur visage chaque fois qu'elle leur servait des biscuits de Noël et d'autres plaisanteries. Ce Noël, elle a fait de l'écorce sucrée-salée et l'a gardée sur la table de la cuisine. Elle se retrouva assise dans sa chaise préférée en train de tricoter une écharpe quand on frappa brusquement à la porte. Elle sursauta un peu, n'attendant aucun visiteur pour le moment. « Pouvons-nous entrer ?» Smithers posa provisoirement l'écharpe sur le bras du canapé et agrippa la chaise. Se levant de sa chaise, Smithers ramassa sa canne et se dirigea d'un pas rigide vers la porte d'entrée. Un autre coup sec retentit, cette fois plus agité qu'auparavant. « J'arrive ! Attendez !» a crié Smithers. Elle a saisi la poignée de porte et la tourna dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La porte s'ouvrit en grinçant. De l'autre côté de la porte se trouvaient 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon semblait plus âgé, probablement vers 13 ans. Il portait un sweat à capuche en jean et un pantalon gris. Il tenait la main d'une fillette de 8 ans qui portait une robe bleue avec de la dentelle blanche. Pour une raison quelconque, les enfants avaient la tête inclinée, regardant leurs pieds. Le garçon répéta sa question. « Pouvons-nous entrer ?» Smithers se gratta la tête. Il était 22 heures. Pourquoi ces enfants seraient-ils chez elle à cette heure de la nuit? D'une manière ou d'une autre, le garçon avait dû comprendre ce qu'elle pensait. « Nous devons emprunter votre téléphone. La batterie de mon téléphone portable est morte. » Smithers pensa davantage à la soudaineté d'avoir ces invités inattendus. Mais ils étaient des enfants malgré tout. À tout le moins, elle pourrait leur accorder cette seule demande. Elle hocha la tête, faisant signe aux 2 enfants d'entrer. Smithers les dirigea vers le salon, où son chat s'éveilla à cause du chahut.
Lorsqu'il posa les yeux sur les deux mystérieux enfants, le chat se cambra et siffla. Smithers s'approcha pour faire taire son chat. « Lex, ce sont nos invités, tiens-toi bien !» Le chat miaula de défaite avant de sortir en courant du salon et dans la cuisine. Les deux enfants s'assirent sur le canapé, leurs yeux encore cachés. Smithers entra dans la cuisine et en sortit l'assiette d'écorce sucrée-salée. Elle retourna dans le salon et se pencha à la hauteur des yeux des enfants. « Vous voulez des bonbons ?» Le garçon leva les yeux. Il y avait une bonne raison pour laquelle il protégeait ses yeux. Ils étaient dépourvus de couleur ou de pupilles, rien de plus que le néant d'un noir absolu. Quoi qu'il en soit, il n'était assurément pas du royaume terrestre. La fille leva également les yeux. Ses yeux correspondaient à la noirceur du charbon du garçon plus âgé. Et pourtant, le plus bizarre, Smithers a souri aux enfants malgré les orbites creuses qu'ils appellent des yeux. Les enfants restèrent sans voix au début. Ils échangèrent un regard perplexe. La fille a agité sa main devant le visage de Smithers, mais Smithers ne l'a pas suivi des yeux. Ils se penchèrent plus près, réalisant que les yeux de Smithers étaient recouverts d'une fine couche de bleu. Elle était aveugle. Smithers fronça les sourcils. « Oh, je suis désolée. Il ne vous intéresse pas ?»« Merci, » dit le garçon. Il prit un morceau d'écorce sucrée-salée et le brisa dans sa main avant de passer un morceau à la fille. Leurs dents lourdes écrasaient les bonbons. Mis à part la bizarrerie, les deux enfants n'ont pas pu s'empêcher de se prélasser dans le goût sucré et salé du goûter. Ils se sont fait plaisir avec d'autres bonbons avant de se lever. Ils regardèrent les décorations avec curiosité. Au sommet de la cheminée, sur un support, se trouvait une petite réplique de la crèche. D'après ses notes mentales, elle supposa que les deux enfants s'étaient arrêtés devant la cheminée. « N'est-ce pas un si bel affichage ?» demanda-t-elle. « Connaissez-vous l'histoire de Noël ?»« Nous connaissons votre Jésus, » répondit le garçon. « Nos ancêtres ont beaucoup parlé de lui. » Confuse par sa déclaration, Smithers a néanmoins permis aux deux enfants de s'émerveiller davantage devant les décorations de Noël. La jeune fille a fait bruire le sapin de Noël, faisant tomber les ornements sur le sol. Elle a cessé lorsqu'elle a senti que Smithers s'énervait. Les deux enfants jouaient avec les casse-noix et écoutaient des chants de Noël. Les heures s'écoulaient lentement jusqu'à ce qu'une soudaine surtension électrique se produise dans la maison. Les deux enfants se regardèrent et se retournèrent vers Smithers. « Nous devons y aller maintenant. Nos parents sont ici. » Une lumière vive brillait à travers les fenêtres. À l'extérieur se trouvait un engin sphérique et lisse se tenant sur trois pattes. Une grande créature maigre est sortie de l'engin et se tenait là, à la porte. Les deux enfants ont ramassé l'assiette d'écorce sucrée-salée et sont sortis par la porte d'entrée. Il y eut le son d'un gros sifflet, comme s'il y avait un millier de machines à vapeur situées à l'extérieur. En un éclair, l'engin avait disparu. Smithers appela les enfants seulement pour être accueillis par un grand silence. Elle ferma la porte et retourna à son tricot. 12 ans semble être l'âge où les enfants commencent à mettre la pression sur leurs parents au sujet de la vérité derrière le Père Noël. Je ne faisais certainement pas exception à cette règle. Comment les lutins du Père Noël ont-ils pu faire ce jeu vidéo que je voulais dans leur atelier? Je pensais que Nintendo possédait Mario. Ou que diriez-vous de la toujours tristement célèbre question « Visiter chaque maison en une nuit ?» L'homme joyeux possédait-il une sorte de dispositif d'extension de temps? Ou peut-être la question la plus évidente de toutes, comment a-t-il pu vivre aussi longtemps? Beaucoup de gens disent qu'il forme des apprentis qui prennent sa place toutes les quelques décennies. D'autres prétendent qu'il est juste immortel. Comme pour tout le reste, la magie semble être le mensonge universel sur lequel tout le monde s'était mis d'accord. Quoi qu'il en soit, je suis juste allée avec la conclusion que c'était le fait de mes parents. Bien sûr, ils le nieraient et prétendraient l'ignorance si je les affrontais, mais cela ne suffisait pas à dissuader mes croyances. Alors, un réveillon de Noël, alors que je ne pouvais pas dormir parce que ces questions dansaient parmi mes rêves de céréales sucrées et de nouveaux jeux, j'ai décidé d'enquêter sur les bruits provenant de mon salon. Cette fois, sûrement, je surprendrais mon père ou ma mère en train de ranger des cadeaux sous le sapin. Au moins, il me dévoilerait la vérité. Mais alors que j'entrais dans le salon, j'ai vu devant moi un homme que je n'ai pas reconnu. Il était vêtu de rouge et de blanc, avec un corps légèrement en surpoids, et il portait une fausse barbe blanche filandreuse. Ses cheveux, ou ce qu'il en restait, grisonnaient sur les bords de son chapeau de Père Noël classique,
et ses yeux étaient écarquillés de peur alors qu'il laissait tomber un cadeau sous le sapin. Étant le jeune intuitif que j'étais, je suis arrivée à l'une des deux conclusions suivantes. Soit c'était un envahisseur qui volait les cadeaux de ma famille, soit c'était le vrai Père Noël. J'ai ouvert la bouche pour crier, mais l'homme s'est précipité vers moi et a couvert ma bouche. « Chut, chut !» dit-il, mettant un doigt sur ma bouche, essayant de sourire. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues, et j'étais pétrifiée par cet homme. Puis, lentement, il reprit sa main et la tendit vers moi. « Tout va bien là-bas, petit. Vous savez qui je suis, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête sans lui secouer la main. L'homme tremblant hocha également la tête, puis attrapa un sac vide étendu sur le sol et fit un signe vers l'arbre. « Regarde, j'apporte des cadeaux. »« Maintenant, va au lit, où je devrais peut-être te mettre sur la liste des vilains. » Il a commencé à dériver vers une voix plus grave et chaleureuse, associée de manière stéréotypée à Kris Kringle, mais je n'ai pas été dupe. Quoi qu'il en soit, j'ai essuyé mes yeux et j'ai commencé à m'éloigner du salon, essayant de créer une certaine distance entre moi et l'étranger. L'homme a simplement regardé, s'est essuyé le front et s'est approché de la cheminée. Je me suis arrêtée et j'ai observé, confus quant à la façon dont il allait quitter ma maison, mais une explosion de flammes vertes a éclaté de la cheminée et l'homme est tombé au sol. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je suis certaine qu'il était tordu par la peur comme le mien. Une main osseuse, massive est sortie du feu et le bras qui a suivi était drapé de fourrure en lambeaux. Puis, un autre bras, puis le crâne d'une créature sauvage avec des grandes cornes suivies, presque aussi gros que la cheminée elle-même. Les os éclatèrent et craquèrent alors qu'il plaquait ses mains sur le sol. Le monstre entier était englouti dans les flammes, pourtant il ne semblait rien brûler dans la maison. « Eddie !» a déclaré le monstre, parlant à ce que je devinais être l'homme sur le sol. « Non, non !» Eddie a crié en retour. « J'ai fait ma part, tu vois. 10 000 maisons, comme tu l'avais dit, n'est-ce pas? 10 000, j'ai fait ma part. » « Et pourtant, vous avez permis à un enfant humain de vous voir. Vous connaissez les règles. » Écoute, j'ai appris ma leçon, je suis désolée. J'ai fait une erreur. Laisse-moi partir, s'il te plaît. J'ai livré tout le... Te laisser partir? As-tu laissé partir cette femme, Eddie? Je ne me souviens pas que tu l'aies laissée partir. C'était ta seconde chance, et tu l'as gâchée. Qu'est-ce que tu vas faire? Murmura Eddie. Je pouvais distinguer sa silhouette tremblante, éclipsée par la créature dans la cheminée. Le son suivant à être entendu était un craquement, avec un début doux et une fin claquante. Je sursautai alors que le son se répétait plusieurs fois, laissant finalement échapper un souffle tremblant. J'ai prié dans ma tête que ce n'était pas ce que je pensais, mais quand la créature a levé la tête vers moi, j'ai vu le pantalon rouge et blanc qui pendait de sa bouche alors qu'elle mâchait le cadavre d'Eddie. Puis, je l'ai regardé avaler ses jambes comme des spaghettis. J'ai couvert mes yeux et j'ai essayé de me dire que ce n'était pas réel. Ce n'était pas réel. Ce n'était pas réel. Et après une minute de silence, j'ai jeté un coup d'œil entre mes doigts pour voir le monstre me regarder depuis la cheminée. Le rythme de ma respiration s'accélérait et s'accélérait, mes yeux incapables d'échapper à l'emprise de ces orbites vides. « Maintenant, retourne au lit, petit, ou bien je pourrais te mettre sur la liste des vilains. » Mes jambes ont finalement retrouvé la force de partir et j'ai couru vers la chambre de mes parents, plongeant dans les draps avec eux. Il n'y avait aucune trace des événements de la nuit précédente lorsque ma famille est descendue à l'arbre le lendemain matin. Il y avait même une petite note à côté d'un verre vide et d'un biscuit à moitié mangé sur la table. Joyeux Noël, S. Klaus. Autant j'essayais de profiter de l'atmosphère chaleureuse et réconfortante qui accompagnait le jour de Noël, autant je ne pouvais m'empêcher de regarder la cheminée, terrifiée à l'idée que le monstre revienne. Au moins, maintenant, je connaissais la vérité sur le Père Noël. Il faisait sombre. J'ai essayé de trouver l'interrupteur, mais ma main n'a effleuré que pathétiquement les murs froids. Chaque fibre de mon corps se figea, à l'exception de mon visage qui devenait de plus en plus chaud à mesure que mon cœur battait de plus en plus vite. Ma main bougeait de haut en bas, mais ne trouva rien d'autre que du papier peint lisse. Je redoutais ce qui m'attendait à la fin, mais en raison du manque d'options, j'ai été obligée de me retirer dans la pièce sans lumière. Mes mains ont lâché le mur et j'ai couru maladroitement dans l'obscurité, incapable de me guider. Peu importe combien j'ai couru, je n'ai pu trouver aucun mur, aucune porte, aucune extrémité. J'entendis à nouveau des bruits de pas au-dessus de moi, se dirigeant vers moi.
Mon cœur s'est arrêté un instant, l'air est devenu plus froid et j'ai attendu avec des larmes de peur qui coulaient de mes yeux. C'était trop à supporter. J'ai essayé de rebrousser chemin, mais j'avais complètement perdu le sens de l'orientation. Tout ce que je savais, c'est que les ombres épaisses rongeaient ma raison. Le silence était si fort, si prononcé et insupportable. C'était pire que les pas. J'ai trébuché sur quelque chose et mon bras a heurté une surface solide, le mur. Mais qu'y avait-il sur le terrain ? J'avais peur de le toucher, de le chercher. J'ai essayé de sentir l'odeur de la pièce. L'odeur poussiéreuse et vieille d'une vieille maison pourrie avait été dans chaque pièce, sauf celle-ci. Non, autre chose pourrissait. C'est moi, pensai-je involontairement. Mais non, quelle bêtise! Il y avait un cadavre en décomposition sur le sol. Un cadavre pourri, moisi et rempli d'asticots. Mes pieds nus ont soudain eu l'impression que quelque chose les frôlait, quelque chose de petit et de visqueux, quelque chose de blanc. Mais les choses ne peuvent pas sembler blanches, n'est-ce pas? Je voulais sortir de ce coin, je voulais sortir de ce cadavre. Ce n'est pas moi, me dis-je. C'est ta chambre, répondit une voix dans ma tête. Ma chambre? Mon lit. J'étais si fatiguée, je me sentais tellement en danger. Je n'ai jamais senti que j'avais besoin de quelqu'un d'autre autour de moi. Je détestais le contact humain. Mais à ce moment-là, mon cœur était rempli du désir de confort, de sécurité et d'une mère. Tu ne peux pas avoir ta mère, mais le confort et la sécurité, m'a exhorté la voix. Va te coucher, c'est ton lit. J'étais obéissante et m'allongeai sur mon lit, et avant même d'y avoir pensé, je me cachais sous ma couverture. Avant même que le monstre n'arrive. Le monstre. Je me mis en position fétale, tirant la couverture sur ma tête, incapable de supporter l'idée d'un monstre apparaissant dans ma chambre. Pas ma chambre. Il ne peut pas être dans ma chambre. Ma chambre est sûre, ma chambre est habitée par des asticots. Des asticots se frayant un chemin à travers un cadavre. Ton cadavre puant, puant et pourrissant. La voix dans ma tête acheva ma phrase. « Non !» murmurai-je frénétiquement. « Non, non, non ! Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que je voulais dire !»« Qui se soucie de ce que tu voulais dire? C'est ce que je dis est vrai !» murmura la voix dans ma tête à mon oreille. Je pouvais sentir le souffle chaud, sentir l'odeur désagréable d'une langue encrassée, alors que ces mots pénétraient mon esprit. Mais cela ne pouvait pas être. J'étais dans mon lit, j'étais en sécurité, j'étais sous ma couverture. Mon corps s'est détendu, rien ne s'est passé. Le silence semblait plus réconfortant et accueillant à chaque seconde. J'ai osé lever les yeux de sous ma couverture pour voir que ce n'était pas si grave. Les derniers rayons de la lune caressaient ma fenêtre et je vis que ma chambre était comme d'habitude. Ce n'était pas large et spacieux, c'était ma chambre. Il ne faisait pas froid, c'était ma chambre. Ce n'était pas poussiéreux, c'était ma chambre. La porte était entr'ouverte, d'accord, mais c'était ma chambre. L'interrupteur était... J'ai essayé de scanner ma chambre pour le trouver, mais il faisait encore trop sombre, et j'ai essayé de ne pas m'en soucier. Le cadavre est pourri, et c'est ta chambre, me fit savoir le murmure railleur dans ma tête. Non, me suis-je dit, il n'y a pas de cadavre. Il y en a un, il y en a un, répondit la voix. Cherche par toi-même. Je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai vu quelque chose juste à côté de moi sur le sol. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi dégoûtant auparavant. Le sol était vert et blanc, la moisissure se répandait partout comme des toiles d'araignée. Le tapis était plein de morceaux de chair pourrie. La tête du cadavre était défigurée au point d'être méconnaissable et de ses yeux ont rampé des centaines et des milliers d'asticots minuscules, méchants et visqueux, scintillant au clair de lune. Je me suis retirée sous ma couverture. Ce n'était qu'un rêve, juste un rêve. C'est pire, n'est-ce pas? Parce que si ce n'est qu'un rêve, qui entendra ton cri? Qui te sauvera? Maman? Non, ricana la voix. Va-t'en! J'ai crié dans mon esprit. Pourquoi? N'es-tu pas seule? N'as-tu pas envie d'un compagnon réconfortant? Je peux te remonter le moral pour toujours et à jamais, rit la voix. J'enfouis mon visage en larmes de plus en plus profondément dans le lit poussiéreux, moisi et malodorant. Je voulais être loin, loin de ce cadavre. J'ai senti un picotement sur mon visage. Ce sont les asticots, me dis-je involontairement, mais je fus aussitôt repoussée. Et puis, continua la voix tremblante, comme pour essayer de contrôler son rire. Alors je te dégoûterai pour toujours et à jamais. Ce ne sera jamais ennuyeux. Tu ne seras jamais seule. J'ai eu du mal à respirer, mais j'ai enfoncé mon visage encore plus profondément dans le lit repoussant. Et puis quelque chose s'est passé qui m'a fait glacer le sang, arrêter mon cœur. Le silence avait été envahi par des pas légers et lents. Des pas autour de moi, de mon lit. Mon visage en larmes, toujours enfoui dans le tissu pourri, j'entendis les pas devenir plus forts.
plus rapide, plus vigoureux. J'ai arrêté de respirer. Je savais que c'était pathétique, mais j'essayais quand même de m'accrocher à l'espoir, l'illusion que le monstre ne savait pas où j'étais, que j'étais bien cachée, que j'étais en sécurité. « Arrête de te cacher! Je te trouverai! Je te trouverai de toute façon! De toute façon et toujours !» cria la voix maintenant follement, mais en dehors de ma tête. J'ai attendu si longtemps. Les pas s'étaient enfin arrêtés. Le silence était insupportable, l'air semblait lourd. J'ai presque manqué de souffle et je me suis retournée pour que mon visage soit éloigné du matelas. Soudain, une main blanche, une main aux griffes ensanglantées a pénétré mon havre de paix, ma couverture. J'étais horrifiée et j'ai senti mon corps se contracter. La main s'est déplacée lentement vers moi, ses mouvements n'étant pas sans rappeler une araignée dégoûtante. Il a attrapé ma main avec force, a essayé de me tirer de là, puis une seconde main retira complètement la couverture et je fixai un visage pâle, défiguré. « Et j'ai gagné !» dit la créature. Alors que sa bouche rouge s'en bougeait, j'ai remarqué les rangées de dents jaunes et pointues. Repoussée, j'ai essayé de détourner le regard, mais mes yeux ont capté ses yeux jaunes brillants. « Joyeux Noël !» a-t-il dit, et ses lèvres se sont retroussées en un sourire écœurant, du sang coulant de ses lèvres minces. Face à face, j'étais avec ce qui semblait être un horrible lutin de Noël défiguré, le chapeau rouge, déchiré et sale, plein de sang séché. La température semblait chuter de quelques centaines de degrés. J'ai crié. J'ai crié si fort que je me suis réveillée, je suis tombée de mon lit. Pendant un instant, je m'attendais à voir le monstre aussi près de mon visage qu'avant. Puis, la clarté des souvenirs de mon horrible rêve s'évanouit. Je ne pouvais que me souvenir de m'être réveillée la nuit, d'avoir besoin des toilettes, de l'odeur, des pas, de l'obscurité, mais ce n'était qu'un rêve. Ma mère peut me sauver. Maman, elle n'a probablement plus rien envoyé cette année aussi. Noël sans cadeau, sans amis, sans famille. Les vacances de l'amour, tout en se sentant comme la personne la moins aimée de la terre. Mais attendez, il y avait un paquet juste à côté de moi, juste sous la fenêtre, juste là où le cadavre... Mais maintenant ce n'était qu'un rêve stupide. Je l'ai pris, pas sans méfiance, et quand j'ai vu qu'à l'intérieur du paquet brun se trouvait un cadeau rangé dans un emballage festif rouge et or, les lettres Joyeux Noël écrites dessus, mon pouls a augmenté rapidement. Les mains tremblantes, j'ai sorti un miroir. Et même si chaque fibre de mon corps m'a dit de ne pas le faire, quelque chose m'a juste fait m'y intéresser. Et ce que j'ai vu était plus qu'horrible, terrifiant, dégoûtant, dérangeant. Non. Ce qui m'a regardé n'était rien de moins que le visage du cadavre pourri, de minuscules asticots gluants et affamés rampant hors de ses yeux alors qu'ils mangeaient leur chemin à travers la chair pourrie. Une voix ricana derrière moi. « Joyeux, oh, très joyeux Noël !» Ok, vous vous souvenez tous de cette chanson de Noël, Up on the Housetop ? Celui qui a été gravé dans votre cerveau quand vous étiez enfant, constamment scandé comme un chant de Noël inoffensif. Ce n'est pas si anodin. Quand j'étais enfant, un certain nombre de mes amis m'ont dit qu'ils trouvaient le Père Noël un peu effrayant, ou même effrayant, mais j'avais toujours pensé le contraire. C'est-à-dire que jusqu'à ce que je découvre que, alerte spoiler, il n'y a jamais eu de Père Noël. Mais si Saint-Nic n'a jamais existé, pourquoi nos parents nous ont-ils parlé de lui en premier lieu? Est-ce qu'ils nous ont préparés au chagrin avec un tel mensonge? Ou nous racontaient-ils simplement un autre mensonge, peut-être pour nous protéger? J'ai proposé une telle théorie quand j'ai moi-même eu une terrible expérience. La veille de Noël 2006, je venais d'avoir 9 ans. J'étais tellement excitée pour le lendemain matin que je n'arrivais pas à dormir. J'avais déjà découvert plus tôt cette année-là que le Père Noël était un canular, mais cela n'a pas diminué mon amour enragé pour la fête elle-même. J'étais allongée dans mon lit, les yeux rivés sur l'obscurité totale de ma chambre. D'habitude, je dormais avec la porte ouverte parce que j'avais peur à la fois de l'obscurité et de la séparation. Cette nuit, cependant, était différente. Ma mère a dû fermer la porte parce qu'elle ne voulait pas que je jette un œil sur les cadeaux qu'elle avait reçus pour ma sœur aînée et moi.
J'ai donc accepté l'obscurité juste pour une fois, mon esprit trop distrait par les pensées de demain pour penser à ce qui pourrait se cacher dans le noir absolu qui a englouti ma chambre. Je me concentrais sur les conversations de ma mère avec ma grand-mère, espérant entendre quelque chose sur ce qu'elle m'avait procuré. À l'âge de 9 ans, l'écoute était mon domaine d'expertise, mais le bruit du papier cadeau et la déchirure du ruban adhésif ont noyé leur voix. Ça, et un autre son faible. C'était familier. Je me suis concentrée sur ce son pendant un moment, espérant comprendre ce que c'était, bien que presque imperceptible. C'était une chanson que je connaissais très bien, qui m'a réconfortée un instant. En haut sur le toit, clic, 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 descends par la cheminée avec le bon Saint-Nic, fredonnai-je avec lui. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose de rebutant. Peut-être que c'était mon imagination, ou peut-être que le son était projeté à travers la maison. Notre maison fait ça souvent. Mais il semblait que, pour une raison quelconque, cette faible musique venait de l'intérieur de ma chambre. Commençant à avoir peur comme je le faisais d'habitude lorsque je suis dans l'obscurité, j'ai allumé la lampe de ma table de chevet. Je me détendis en découvrant qu'il n'y avait rien à part ma commode et un tas de linge propre que j'avais oublié de ranger. La musique s'est également arrêtée brusquement pendant que je faisais cela. Soudain, j'entendis un autre son. C'était un bruit de cliquetis venant d'au-dessus de moi. Plus comme des pas, réalisai-je, comme si une bande d'animaux se promenait sur le toit de ma maison. Reine ? J'étais choquée, je croyais que le Père Noël n'existait pas. Pourtant, c'était le premier signe révélateur de son arrivée, des rennes sur votre toit. J'ai entendu la musique redémarrer, cette fois avec une amplitude légèrement plus forte. Je pouvais entendre les paroles maintenant, chantées par un chœur inconnu d'enfants. Encore une fois, cependant, cela venait de l'intérieur de ma chambre. À présent, j'étais intensément confuse et tout aussi effrayée. D'où vient ce son? Pourquoi des rennes sur mon toit? Suis-je seule en ce moment? Maman et grand-mère entendent-elles ça? D'innombrables questions ont inondé mes pensées alors que j'entendais le bruit sourd au-dessus de moi et la musique qui m'entourait. Ils s'arrêtèrent tous les deux brusquement. J'écoutais, tendue, pour voir ce qui allait se passer. J'étais gelée, et maintenant je serrais la Bible que je gardais sous mon oreiller pour conjurer les mauvais rêves. C'était un exercice courant que la plupart de ma famille pratiquait, car nous avons tous été élevés pour être férocement religieux. Mais la Bible ne m'a pas aidée car j'ai entendu avec horreur un nouveau son venant de l'intérieur de ma chambre, dirigé à l'intérieur de mon placard. J'ai entendu mes vêtements sur leur cintre commencer à bruisser, puis la poignée de porte trembler. J'étais figée de peur, aucun membre de mon corps ne pouvait bouger. Peu importe à quel point mon esprit criait « Échappe-toi, échappe-toi, quoi que ce soit, éloigne-toi !» La poignée de porte tourna lentement. La porte s'ouvrit progressivement jusqu'au bout, grinçant de manière intimidante. J'ai regardé dans l'obscurité qui était dans mon placard. La seule émotion que j'ai ressentie à ce moment était la terreur pure. J'ai vu deux yeux blancs me fixer. Ils ne brillaient pas, ils n'avaient rien de particulièrement terrifiant, malgré le fait que quelqu'un se trouvait dans mon placard. La musique recommença, me paralysant encore plus si c'était encore possible. C'était très bruyant maintenant. J'ai entendu à nouveau le chœur des enfants chanter la même chanson, mais il sonnait différemment. Précaire, peut-être même effrayé. Ont-ils ressenti la même chose que moi? J'ai vu celui qui était dans mon placard sortir de l'obscurité dans la lumière de ma lampe. J'ai senti des larmes me mouiller le visage, ma gorge me brûlait. J'avais l'impression que je pouvais crier. J'avais envie de crier, j'avais besoin de crier, mais il ne me l'a pas permis. Je ne sais pas comment, son regard silencieux m'a juste dit de ne pas le faire. C'était le Père Noël, mais son visage n'était pas doux, câlin ou attentionné comme le montrent les nombreuses photos et films le concernant. Il m'a regardé d'un air sombre, comme s'il était extrêmement en colère contre moi. Mais c'était un euphémisme. C'est son regard trop dédaigneux qui me faisait pleurer, pas lui qui était dans ma chambre. La musique sonnait maintenant comme si elle fondait, s'estompant dans le fond. C'est devenu de plus en plus calme, jusqu'à ce que nous nous regardions tous les deux dans un silence complet. « En bas par la cheminée, avec le bon Saint-Nic », dit-il derrière ses dents serrées, sa voix basse et haineuse. « Quoi ?» J'ai étouffé en réponse. Je n'ai pas compris. Pourquoi me disait-il les paroles de sa chanson? « Toi !» dit-il. Soudain, il s'est précipité sur moi, mais j'ai reculé de surprise. J'ai failli tomber de l'autre côté de mon lit.
Réalisant ma capacité à bouger de nouveau, j'ai sprinté vers la porte et je l'ai ouverte, la cassant presque. Le Père Noël s'est déplacé rapidement, saisissant l'épaule de ma chemise de pyjama. Je tirai dans l'autre sens avec toute la force que je pouvais avoir dans un effort désespéré pour le faire lâcher prise. Heureusement, il l'a fait et j'ai couru dans le couloir. « Maman !» j'ai crié, ma voix étant enfin revenue. Elle se retourna, confuse, assise sur le canapé avec un cadeau à moitié scotché. J'ai sauté par-dessus le canapé et je me suis cachée derrière. Habituellement, je n'essayais même jamais de sauter par-dessus le canapé, car j'étais terriblement peu sportive. Mais dans cette situation, c'était la meilleure idée possible. Elle se leva, un air à la fois de peur et de fureur la submergeant. Grand-mère était assise sur le sol, à côté du sapin de Noël, en état de choc. Maman s'est immédiatement dirigée vers ma chambre. Le Père Noël se tenait immobile dans le couloir, ce regard de dédain sur le visage. Il n'a jamais bougé jusqu'à ce que maman le charge de toutes ses forces. Elle mit ses mains autour de la gorge du Père Noël, l'agrippant avec tellement de force que cela semblait impossible. Elle devait avoir été alimentée par l'adrénaline et l'instinct maternel pour nous protéger. Le Père Noël est tombé au sol en quelques secondes et ce n'est qu'à ce moment-là que maman l'a lâché et a commencé à lui donner des coups de pied dans le ventre à plusieurs reprises alors qu'elle criait « Enfoiré ! Ne touche jamais mes enfants !» Pendant tout ce temps, cette chanson jouait si fort qu'elle résonnait dans toute la maison. Il a commencé à chanter en crachant du sang, son expression malfaisante ne changeant jamais, peu importe à quel point ma mère était tout aussi malfaisante envers lui. Sa puissance et sa force soudaine étaient ridicules et quelque peu amusantes. Pourtant, il est resté inchangé, chantant avec haine jusqu'à s'évanouir. Ma sœur a ouvert la porte de sa chambre pour découvrir que maman battait toujours le Père Noël de manière insensée, ce qui a dû l'effrayer autant que moi. Grand-mère avait appelé le 911 et décrivait une apparente effraction et notre adresse. Bientôt, la police est arrivée, longtemps après que maman eut déterminé qu'il ne se réveillerait pas de sitôt. La musique s'était arrêtée, et juste avant que le son des sirènes de police ne retentisse, nous avons à nouveau entendu des bruits de pas sur le toit. Plus tard, la police a déterminé qu'il n'était qu'un vieux fou qui s'était glissé dans la maison plus tôt et traînait dans mon placard depuis un moment. Il était délirant. Soit il pensait qu'il était en fait le Père Noël, soit que le Père Noël n'était qu'un costume Scooby-Dooesque qui masquait son identité. Mais cela n'expliquait toujours pas les pas sur le toit ou cette chanson. Je ne pense pas que je saurai jamais ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, mais Noël n'a plus jamais été le même pour nous. Et je ne chanterai plus jamais cette chanson. S'il y avait quelqu'un sur la liste des vilains du Père Noël, c'était sûrement la sœur aînée de Cindy, Maddie. Cindy avait 8 ans et Maddie avait 3 ans de plus et n'avait jamais dit quelque chose de gentil à Cindy de sa vie, du moins c'est ce qu'il semblait. Cindy est ma préférée, Cindy est si jolie, Cindy ci, Cindy ça, ce sont les mots de la mère de Maddie qui ont résonné dans la tête de Maddie tous les jours de l'année, mais surtout à l'époque de Noël, lorsque Cindy parlait gentiment d'offrir des cadeaux, de décorer et d'aimer sa famille et ses amis. Cindy était gentille, mais c'était authentique. Tout ce qu'elle voulait vraiment, c'était être aimée de Maddie comme elle-même aimait Maddie. Depuis que Cindy était bébé, Maddie ne l'aimait pas. Certains des premiers souvenirs de Cindy tournaient autour des regards en coin constants qu'elle recevait de Maddie. L'agression passive, les compétitions sans fin pour l'affection de maman. Cindy était toujours celle qui le recevait, mais certains jours, elle demandait à sa mère de prêter attention à Maddie. « Oh, ta sœur va bien, dirait sa mère. Votre sœur reçoit beaucoup d'attention. » Et après avoir dit cela, sa mère donnait généralement à Maddie une tape sur la tête sans enthousiasme, puis revenait donner à Cindy toute l'affection dont un enfant aurait besoin. Cela a laissé un vide dans Cindy. Et quand elle essayait de donner à Maddie l'amour dont elle avait désespérément besoin, Maddie évitait Cindy comme si Cindy était une lépreuse. Cette année, Maddie avait été très amère. C'était peut-être l'attention supplémentaire que Cindy a attirée pour sa performance dans la pièce de Noël à l'école. Ou peut-être était-ce la façon dont maman se vantait constamment du jeu d'acteur de Cindy. « C'est la prochaine Meryl Streep, je vous le dis !» se vantait la mère de Cindy. Mais quelle qu'en soit la raison, Maddie a saisi toutes les occasions qu'elle a vues pour tourmenter sa jeune sœur. Cindy s'est réveillée un matin avec du chewing-gum dans les cheveux. Un autre jour, elle a découvert que ses sous-vêtements étaient trempés de miel. Ses poupées préférées disparaissaient. La télévision de sa chambre, que Maddie n'avait pas le droit d'avoir, était constamment débranchée. Pourtant, le désir de Cindy d'accepter sa sœur s'est poursuivi tout au long du mois de décembre.
Elle a continué à être gentille. Elle a persisté à faire des compliments à Maddie alors que sa mère ne le faisait pas. Le cadeau en haut de la liste de Noël de Maddie était un tout nouveau kit de maquillage. Cindy s'était assurée qu'elle serait celle qui l'offrirait à son matin de Noël. Malgré tout cela, Cindy avait ressenti l'usure de tous les tourments de Maddie tout au long du mois. Et tout est arrivé à un point de rupture la veille de Noël. La famille était assise à la table du réveillon de Noël et a mangé du jambon, de la purée de pommes de terre et des biscuits de Noël. La mère de Cindy s'était vantée toute la nuit sans vergogne du jeu d'acteur de Cindy. Il n'y avait eu aucune mention de Maddie, à aucun moment. Maddie était en train de bouillir et Cindy pouvait le voir. À un moment donné, à travers toutes les vantardises, les louanges et la jubilation, Maddie est intervenue. « Je ne pense pas que le jeu d'acteur de Cindy soit si bon », a-t-elle déclaré d'un ton neutre. C'était comme si une bombe avait explosé dans la pièce. Tout le monde regardait Maddie comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. C'était comme un blasphème. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» a demandé la mère. Maddie haussa les épaules. « Je ne sais pas », a-t-elle déclaré. « Je pense juste que tu exagères un peu. Je veux dire, elle est décente. » Tous les souvenirs des tourments de Maddie ont commencé à griller et à s'envenimer dans l'esprit de Cindy. Et maintenant, voici Maddie, dénigrant Cindy à table devant toute la famille, devant tous les oncles, tantes, cousins et amis. « Au moins, je suis bonne à quelque chose », a laissé échapper Cindy. Et juste comme ça, Maddie est entrée dans un gouffre de honte, les mots de Cindy sonnant vrais et humiliants. La mère a ajouté de l'huile sur le feu en haussant les épaules à Maddie d'une manière factuelle. « Ta sœur marque un point, dit maman. » Cindy se sentait horrible en regardant Maddie bouder et se dirigeait péniblement vers la salle de bain comme un chien battu. Cindy détestait le pouvoir qu'elle tenait entre ses mains. Cette nuit-là, tout le monde s'était installé dans son lit pour attendre que le Père Noël laisse ses cadeaux sous l'arbre. Mais Cindy avait du mal à dormir. Il était minuit maintenant. Cindy se trouvait rarement éveillée à cette heure, mais elle savait pourquoi. Elle enleva ses couvertures, sauta hors du lit et traversa sa chambre sur la pointe des pieds. Elle faisait attention à ne réveiller personne. Elle ouvrit son placard et attrapa le cadeau emballé de Maddie. Elle descendit le couloir sombre sur la pointe des pieds et fit glisser ses doigts le long du mur pour ne pas trébucher dans le noir. « Je vais donner son cadeau à Maddie et lui dire que je suis désolée et lui dire que je l'aime, » pensa Cindy. « C'est ce que je vais faire, et elle sera heureuse et elle me pardonnera et peut-être qu'elle dira même qu'elle m'aime aussi. » Lorsque Cindy arriva devant la porte de Maddie, elle entendit d'étranges bruits de brassage venant de l'intérieur. Peut-être que Maddie préparait une autre farce pour Cindy. Peu importe. Cindy allait entrer et donner à Maddie son cadeau et essayer de se racheter. Cindy ouvrit la porte juste dans un craquement. Elle faisait attention à ne pas effrayer sa sœur. Il faisait si sombre à l'intérieur de la pièce et elle ne pouvait rien voir. Mais elle pouvait entendre beaucoup de bruit à l'intérieur de la pièce. Cindy regarda fixement la pièce pendant un certain temps, attendant patiemment que ses yeux s'habituent à la pénombre. Lorsque ses yeux se furent adaptés, elle vit un lit vide. Elle vit la fenêtre grande ouverte de Maddie. Elle vit une silhouette de 2 mètres debout dans l'ombre. Elle vit la cage arrondie sur son dos. Et elle vit Maddie, assise dans la cage comme un oiseau effrayé. Au fur et à mesure que les yeux terrifiés de Cindy s'ajustaient à l'obscurité, elle vit la silhouette plus clairement. Il avait une tête de chèvre avec de grandes cornes sur le dessus. Ses yeux étaient rouges, espiègles et hostiles. Il portait un costume un peu comme le Père Noël et il y avait même des cloches de traîneau qui tintaient suspendues à quelque extrémité de vêtements. Cindy resta figée de peur alors que la créature lui jetait un coup d'œil et lui adressa un hochement de tête et un clin d'œil. La créature se dirigea vers la fenêtre. Alors qu'il partait, la dernière chose que Cindy vit de sa sœur fut un regard de peur, de tristesse et de regret. Et puis, la créature partit alors que Cindy se tenait là avec le cadeau dans ses mains.